en général, les personnes LGBTQ+, racisées, surtout noires, are gonna face more discrimination in society. C'est vraiment un truc qu'il faut défaire dans notre société avec nos proches, et se regarder nous-mêmes, you know, and say, what can I do that, to dismantle that. De 2016 à 2023, l'enquête Savie LGBTQ a examiné les expériences d'inclusion et d'exclusion sociale vécues par les personnes de la diversité sexuelle et de genre dans des domaines de leur vie importants à leur épanouissement. Dans le cadre du projet, des milliers de personnes LGBTQ+ qui habitent au Québec ont partagé leurs expériences et leurs témoignages. Je m'appelle Christian et je vous emmène au cœur de leur parcours d'inclusion et d'exclusion, une thématique à la fois. Dans cet épisode, composé avec des identités multiples. Certains noms et certaines voix que vous allez entendre ont été changés afin de protéger les personnes concernées. Il y a beaucoup d'ignorance. Les microagressions, c'est souvent de l'ignorance. Mais c'est vraiment pénible à long quand même. J'ai vécu de l'exclusion au niveau des relations intimes et des relations interpersonnelles dans la communauté LGBT, je pense. On le voit sur les applications de rencontres ou en personne, les gens sont rarement intéressés par des personnes racialisées. On n'y échappe pas, les discours sont malheureusement très polarisés en ce moment et les stéréotypes liés au racisme demeurent trop présents. C'est pourquoi il est essentiel de continuer à combattre les préjugés, de s'éduquer et de dénoncer les gestes et les paroles qui causent du tort à certains groupes. Cette vigilance est d'autant plus importante lorsque les personnes visées sont des personnes LGBTQ+, migrantes ou issues de groupes ethnoculturels minorisés. Ces personnes se trouvent à la croisée de plusieurs formes de marginalisation et peuvent donc être doublement discriminées. Cet épisode servira à réfléchir aux oppressions multiples que les personnes LGBTQ+ et racisées subissent, tout en reconnaissant la richesse de leur vécu et de leur résistance à chacune. Tout au long de l'enquête, nous avons eu la chance de collaborer avec Marianne Schbatt. Marianne est sociologue et coordonnatrice principale de la recherche à la clinique Mauve, clinique qui vise à améliorer l'accès aux soins de santé et aux services sociaux pour les personnes LGBTQI+, migrantes et racisées. Les réponses que je dis dans le cadre de ce podcast, je les dis en tant que personne concernée parce que je suis une personne issue de l'immigration de par mes parents qui ont émigré donc du Moyen-Orient. Mais je parle aussi avec mon chapeau de chercheur qui a donc mené différentes recherches auprès de personnes qui ont vécu l'immigration depuis les pays du Sud et qui sont également des minorités sexuelles et de genre. Marianne Schbatt, qui a analysé les entrevues réalisées auprès des personnes migrantes et racisées dans le projet Savie, souhaitait faire une petite précision avant de commencer. Pour ce faire, elle emploie le terme BIPOC, un acronyme anglais qui signifie Black, Indigenous and People of Color. En français, les personnes noires, autochtones et de couleur. Donc, les principaux enjeux que vivent les personnes BIPOC, LGBTQ au Québec, bien, ils sont quand même variés. Je pense que c'est important de dire déjà d'abord et avant tout que il ne faut pas avoir une vision monolithique de qu'est-ce que c'est une personne BIPOC déjà à la base. Il existe des rapports de pouvoir au sein même des personnes BIPOC. On ne va pas tous vivre le processus de racisation de la même façon si on est une personne BIPOC. Après, il y a des expériences communes puis des enjeux que c'est super important de soulever, du moins qui ont été soulevés par les personnes concernées. Autre précision, les personnes racisées ou migrantes LGBTQ+, qui nous ont accordé une entrevue, étaient installées au Québec depuis quelques années. Elles avaient majoritairement migré depuis le Sud global, soit durant leur enfance ou adolescence, avec leurs parents ou en contexte d'adoption internationale, soit à l'âge adulte pour leurs études ou leur travail. Les défis qu'elles rencontrent sont donc, comme leurs expériences, très divers. Marianne nous explique. Donc, les enjeux sont multiples, comme je disais. Déjà, je pense que ce qui ressort souvent, autant dans les données Savie que dans la littérature que j'ai lue, que j'ai consultée là, auprès des personnes migrantes et LGBT, c'est cette idée, c'est cette présupposition à la double vie.
Donc, on a bien évidemment à tort cette idée préconçue que si on est une personne racisée ou si on est une personne qui provienne de pays où il y a des politiques plus conservatrices, où il y a une prédominance de la religion, il y a comme cette impossibilité pour les personnes, pour les minorités sexuelles et de genre, d'être LGBTQ. Puis c'est assez complexe au niveau identitaire aussi pour les personnes concernées parce que c'est comme si, à la base, on leur retire aussi toute forme d'agentivité. C'est comme, c'est impossible que tu sois gay ou lesbienne ou personne trans ou queer, peu importe. Parce qu'il y aurait aussi comme cette espèce de prédominance de l'appartenance à une culture ou à l'origine ethnique. Et bien évidemment, c'est problématique aussi parce que on alimente un peu une vision très monolithique, très réductrice de qu'est-ce que c'est qu'être une personne BIPOC. Hein? C'est comme si on associe aussi l'identité sexuelle et de genre à tout ce qui est justement occidental, à tout ce qui est considéré comme émancipé, libéré, et puis que c'est comme impossible que ça soit une identité possible pour les personnes BIPOC. C'est exactement le ressenti d'un des participants rencontré dans le cadre d'une série de capsules produite avec Massimadi, l'organisation qui a créé le Festival des films et des arts LGBTQ afro. Moi, avant de me définir noir, personnellement, je me définis comme haïtien. Je suis d'origine haïtienne, mais je suis aussi québécois. Je vis ici depuis 15 ans. Donc, je ne suis pas seulement un noir, j'ai des propres intérêts aussi. Puis j'ai des intérêts, j'ai des goûts que d'autres noirs ne vont pas du tout aimer. Au fait, quand j'ai fait ma sortie du placard, quand j'ai dit à ma famille que j'étais gay, au fait, c'est ce qu'ils ont dit. Ils ont dit, ah, mais t'as été brainwashé par un blanc parce que pour eux, c'était pas concevable qu'un haïtien, un noir, soit homosexuel. Ils disaient que pour eux, les homosexuels, c'était que des blancs. Et puis pour eux, ils étaient convaincus que j'ai été brainwashé par un Québécois blanc. Et puis à un moment donné, je vais finir par me remettre en question. Cet enjeu touche aussi les membres des communautés autochtones, dont Diane, une personne non-binaire Two-Spirit, qui habite en territoire autochtone. Pour moi, le processus identitaire se poursuit toujours la même vie. Être Two-Spirit se définit individuellement. Dans notre communauté, on n'a pas souvent des modèles. Alors, ça veut dire qu'on est toujours pris avec cette idée que qu'est-ce que j'ai qui ne va pas en moi? Pourquoi je ne suis pas comme les autres? Alors, à cause du colonialisme et puis surtout avec les pensionnats, ce qui est arrivé, c'est que tout le monde a été mis dans cette situation de falloir ressembler à tout le monde. Hein? Alors, il y a un modèle qui nous a été imposé. Alors, ça demande de s'identifier de cette façon, à l'exception de ce qu'on voit sur les médias. Mais sur les médias, on n'est pas reflété non plus. Hein? C'est toujours la communauté non autochtone qui est vue. Alors, pour être capable de faire un lien ou identitaire avec les gens qui sont aux médias, qui sont projetés, souvent on dit « Ah, ça appartient au monde de l'extérieur ». Le défi de composer avec des identités multiples, c'est d'être placé à l'intersection de multiples formes de pouvoir. Et ça se traduit par différentes formes de pression, de stigmatisation, voire d'oppression. Un des enjeux principaux, c'est que ces personnes donc, vont vivre l'effet imbriqué du sexisme, de l'hétéronormativité, du racisme et d'autres systèmes d'oppression s'ils les rencontrent dans leur vie, donc classisme, capacitisme, agisme, etc. Donc, et il y a vraiment une invisibilisation de l'intersectionnalité de ces oppressions-là. Hein? On a tendance à réduire ces individus à un seul axe de leur identité. Et souvent, ça va être l'axe de l'ethnicité et de la race. Et donc, ces personnes sont en général très mal comprises dans l'intersection de leurs identités. Ces pressions, elles se font ressentir jusque dans la possibilité de vivre et de nommer une sexualité différente pour les personnes BIPOC LGBTQ+. Il y a plusieurs personnes donc concernées qui expliquent le fait que on va être socialisé d'une certaine façon, de par notamment notre
notre appartenance à un groupe culturel, peu importe, l'origine ethnique, familiale, tout ça. Et puis les codes de sexualité vont donc être différents, notamment si on a évolué, on a grandi dans un contexte qui n'est pas nécessairement occidental. Comme par exemple, moi, dans ma famille, donc moi, je suis née au Canada, mes parents ont émigré du Moyen-Orient et puis le rapport à la sexualité, le fait de nommer sa sexualité, la possibilité d'avoir aussi une sexualité non hétérosexuelle n'était pas nécessairement présentée, n'était pas nécessairement offerte. Cette dynamique complexe, où les codes de chaque culture s'entrelacent et s'opposent, peut nourrir une forme de malaise profond, souvent difficile à naviguer. Bien, ça peut vraiment être très oppressant, en fait, pour une personne qui ne partage pas nécessairement ses codes, puis qui se sent un peu dans l'obligation de devoir incarner cette façon d'être, qui peut donc être en opposition ou en rupture aussi avec ses propres codes culturels. Ça ressort souvent aussi, tu sais, une fois qu'on est arrivé en terre d'établissement, cette idée de devoir comme choisir, tu sais, vraiment de pas pouvoir soi-même se créer ou aller à son rythme. C'est vraiment comme non, tu dois vraiment absorber ou incorporer tout de suite un peu ces identités qui sont vraiment nourries par des idéaux occidentaux, puis qui viennent un peu rompre avec qui tu es, d'où tu viens, qui implique parfois aussi de rompre des liens avec sa famille, par exemple. Tu sais, on peut entendre des choses comme, ben si tes parents ne t'acceptent pas, tu as juste à couper les ponts puis plus leur parler. Puis c'est extrêmement problématique et violent, en fait, de se faire dire ça. Puis c'est de ne pas comprendre du tout c'est quoi être une personne migrante. Cette espèce d'injonction à la visibilité partout, en tout temps, face à n'importe qui. C'est un narratif qui est très blanc, en fait. C'est un narratif qui est vraiment très colonialiste aussi dans sa façon, dans sa force d'être. C'est une espèce d'imposition de soi sur l'autre. C'est aussi une réalité que vivent plusieurs personnes autochtones lorsqu'elles prennent la décision de se dévoiler dans leur communauté. Lorsque tu fais un coming out dans la communauté, ta famille fait un coming out aussi. Hein? Tout le monde se connaît, c'est une très petite population. Alors, si on va au bureau de poste et on te voit, mais là, c'est la lesbienne. Hein? C'est la lesbienne de la communauté. Alors, tu es identifié de cette façon. Alors, c'est très difficile. Et souvent, ce qui arrive, c'est que les individus qui cherchent vraiment à faire un lien avec leur sexualité ou leur genre ou la différence qu'il y a en eux, vont quitter leur communauté et souvent aussi parce que c'est nécessaire en termes de sécurité personnelle parce que c'est vraiment plus... le potentiel de violence est encore plus élevé dans certaines communautés. Alors, il faut absolument quitter tout ce qu'on connaît et tout ce qui nous rattache à la terre et à la communauté, aux traditions, à la culture pour être capable de faire une exploration de son identité, soit identité de genre ou sexualité. Alors, ça devient, oui, isolant, parce qu'on s'isole de cette façon. Fait que même dans un centre urbain, on est isolé. Quitter peut parfois être une solution, mais c'est presque toujours un déchirement. La plupart des membres de la communauté préféreraient évidemment conserver une belle relation avec les membres de leur famille. Pourtant, seulement 57% des personnes LGBTQ+ racisées dans notre échantillon ont rapporté un soutien élevé de leur famille d'origine, contre 73% des personnes blanches. Cette situation semble mener à des tensions dans les familles. En effet, 65% des personnes LGBTQ+ racisées avaient déjà eu des conflits avec les membres de leur famille d'origine au sujet de leur orientation sexuelle, contre 52% chez les personnes blanches. Dans de tels contextes, on comprend qu'on puisse se sentir tiraillé entre son identité ethnique ou religieuse d'un côté et de l'autre, son orientation sexuelle ou son identité de genre. Puis aussi, c'est d'autant plus important parce que ce besoin de solidarité puis de
d'appartenir à une communauté ethnique ou racisée, ben, est pas nécessairement présente pour les personnes blanches, mais elle est vraiment pour les personnes migrantes et racisées. Donc, le fait de leur demander de devoir choisir entre leur sexualité ou leur appartenance à une communauté ethnique, c'est extrêmement problématique, c'est extrêmement violent. Puis plusieurs l'ont ressenti. Et puis, donc, il y a comme un manque de respect aussi au niveau du rythme, au niveau des mots qu'on a envie de dire, de s'approprier. 64% des personnes LGBTQ+, rapportaient dans l'étude que leurs familles proches étaient majoritairement ou en totalité au courant de leur orientation sexuelle. Chez les personnes blanches, on parle de 78%. Comme la famille occupe souvent une place centrale dans la vie des personnes racisées, certaines choisissent délibérément de dissimuler ou de ne pas révéler leur identité de genre à leurs proches restés dans leur pays d'origine. Ce choix se veut avant tout une manière de préserver des liens avec leurs racines familiales, même au prix de leur propre authenticité. Il y a aussi la crainte de révéler la personne qu'elles sont devenues, de peur de susciter rejet ou incompréhension. Les recherches de Marianne Schbatt vont en ce sens. Souvent, rester dans le non-dit semble moins inconfortable pour plusieurs. Ça a été transversal dans toutes les recherches que j'ai menées les années après, puis même dans les données de sa vie, ça ressortait. La nécessité de pouvoir naviguer une sexualité tacite face à sa famille. Tacite dans le sens qu'il y a beaucoup de personnes qui me disaient « Mes parents, ma famille savent ou soupçonnent ou se doutent bien que je ne suis pas hétérosexuelle. » Mais on préfère rester dans le non-dit. On préfère rester dans le tacite parce que le fait de nommer, de mettre des mots, ben ça crée beaucoup plus de problèmes. Ça vient vraiment créer des inégalités. Ça peut exposer la famille à des formes de violence. Ça peut précariser la personne concernée. Donc, c'est plus sécuritaire, en fait. Et c'est plus logique et c'est juste plus simple de rester dans cette zone tacite où, de toute façon, à la base, on ne parle pas vraiment de sexualité. Puis, ça, pour moi, puis pour les personnes, c'est une stratégie identitaire. C'est une forme d'agentivité qui est super riche, qui est super intéressante. Puis de se faire dire que de rester dans un espace tacite avec sa famille, c'est une oppression ou c'est une répression de soi, je trouve que c'est vraiment injuste, en fait. Puis c'est vraiment un jugement, c'est un jugement de valeur. C'est avoir un biais aussi vraiment culturaliste face à qu'est-ce que c'est qu'être visible et bien et out et tout ça, et authentique. Il y a souvent cette espèce de rappel à l'authenticité. C'est comme t'es pas authentique si t'as pas nommé ta sexualité selon les termes occidentaux et tout ça. Mais je trouve que c'est vraiment réducteur. Le racisme place souvent les personnes LGBTQ+ racisées dans une position où elles ne rentrent dans aucune catégorie pleinement acceptable aux yeux de la société. Elles se retrouvent enfermées dans des identités que nous considérons comme opposées. Par exemple, gays et musulmans, arabes et lesbiennes. Plusieurs doivent faire beaucoup de travail sur eux-mêmes pour se sortir de ce carcan, qui n'est en fait qu'une construction occidentale de la diversité sexuelle et de genre. Marianne Schbatt explique. Ça demande aussi beaucoup de force et beaucoup de réflexivité de la part de la personne concernée pour être capable de dire ce jugement que vous me portez, que je suis une personne justement réprimée ou qui n'arrive pas à nommer sa sexualité ou qui n'arrive pas à tenir tête à ses parents ou quoi que ce soit, ben c'est un jugement de valeur. C'est difficile d'arriver, je trouve, à cette posture-là. Ça demande beaucoup de force, ça demande beaucoup de confiance. Puis, ben, c'est pas donné à tous, puis on peut le comprendre pourquoi. Tu sais, je pense qu'on intériorise tous à différents niveaux aussi beaucoup de haine, beaucoup de monogativité, oui, mais aussi beaucoup de discours racistes, beaucoup de haine envers soi. Ce n'est pas qu'en famille ou par rapport à eux-mêmes que cette sexualité tacite, parfois même cachée, rend leur affirmation d'eux-mêmes plus complexe. Ils peuvent en vivre les répercussions dans les lieux publics et même en ligne. Par exemple, certaines personnes migrantes LGBTQ+, n'ont pas divulgué leur orientation sexuelle ou leur identité de genre auprès de leur famille restée dans le pays d'origine. Pour elles, chaque mot, chaque photo partagée peut devenir une source d'inquiétude. Beaucoup développent une forme d'hypervigilance, une attention constante à ce qui pourrait remonter jusqu'à leurs proches,
de peur qu'ils soient jugés ou mis en danger. Cette forme de réserve est souvent mal comprise par celles et ceux qui n'ont pas vécu l'immigration. Ce qui peut sembler de l'extérieur être un manque d'intégrité, une oppression ou même de la honte est en réalité pour plusieurs une stratégie, une manière de préserver l'honneur et d'assurer la sécurité de leur famille restée dans le pays d'origine, tout en conservant leur liberté d'exister sans renoncer à une partie de leur identité qui est importante à leurs yeux. Les personnes BIPOC faisant partie de la communauté font aussi face à une certaine idéalisation de leur parcours. Même si la situation est parfois plus facile dans leur pays d'accueil que dans leur pays d'origine, ça ne minimise aucunement les difficultés auxquelles elles doivent faire face. Je pourrais peut-être parler un peu de l'idéalisation du parcours migratoire, qui est autant du côté des personnes qui ne sont pas concernées, qui malheureusement voient encore souvent l'immigration comme un privilège, alors que l'immigration, c'est un droit. Et puis, des personnes concernées qui... il y en a plusieurs qui vont venir au Canada. Je parle bien sûr ici, là, je contextualise toujours avec des personnes provenant des pays du Sud, donc qui vont venir au Canada avec vraiment l'espoir d'une nouvelle vie. C'est souvent les termes qui sont utilisés, le fait de repartir à zéro, de se donner la meilleure chance possible, de monter justement les échelons sociaux, de trouver un meilleur emploi, d'être dans un milieu de vie sécuritaire. Il y a une idéalisation du parcours migratoire parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on a tendance à oublier, mais qui nous reviennent en fait, notamment donc tout ce racisme que ces personnes vont vivre. Donc oui, peut-être que tu vas vivre moins d'homophobie ou moins de peur sur la base quotidienne parce que tu es une minorité sexuelle, mais d'un autre côté, tu vas être face à d'autres enjeux, notamment donc du racisme, de l'islamophobie, de l'ethnicisme. Et puis ça, on ne peut pas nécessairement toujours s'imaginer ça en tant que minorité. Il y a aussi cette idée que parfois, on a l'impression en tant que personne migrante qu'on doit être redevable. On doit être redevable parce qu'on a eu justement cette chance de pouvoir immigrer. Puis en fait, c'est extrêmement toxique comme discours parce que l'immigration, c'est un droit. Puis ça, on a tendance vraiment à l'oublier. Et puis plus spécifiquement, dans les communautés LGBTQ+, BIPOC, là, il y a vraiment des enjeux plus spécifiques comme le racisme sexuel qui est vécu par certaines personnes, donc des personnes qui vont se sentir donc fétichisées simplement sur la base de la couleur de leur peau, leur appartenance ethnique à un groupe particulier, ou alors qui vont être complètement mis de côté, invisibilisés, qui ne sont pas du tout vus comme des personnes désirées, désirables, etc. Comme Marianne vient de le mentionner, les personnes LGBTQ BIPOC sont aussi souvent objectivées ou vivent des formes uniques de discrimination, notamment sur les sites de rencontres. C'est justement ce dont discutaient deux participants rencontrés lors de nos capsules produites en collaboration avec Massimadi. Encore un gars qui m'écrit « Je cherche une relation sérieuse avec un homme noir ». Déjà, la première phase, relation sérieuse avec un homme noir, comment il veut qu'on le prenne au sérieux, lui, je ne sais pas. Pourquoi aussi spécifique? Parfois, ils s'imaginent que les hommes noirs ont des grosses bites ou... Je veux pas aller en relation sérieuse avec une grosse bite. C'est ça. Moi, c'est pas ça qu'il veut dire. Peut-être que lui, il veut être plus profond que ça, j'espère. En tout cas. T'as déjà vu ça, toi? Ça m'est arrivé quelques fois. Il avait envie d'être en couple avec une idée qui se faisait d'un homme noir. Et après, quand il s'est rendu compte que je fitais pas forcément avec le stéréotype qu'il avait dans la tête, ça a pas fonctionné. Mais moi, ça m'est arrivé une chose similaire aussi, où j'ai fréquenté un gars. Il était très intéressé par les cultures noires, pour tout ça, etc. On a commencé à se fréquenter et à un moment donné, j'ai réalisé que, au fait, il me reprochait quasiment de ne pas être assez noir. Oui, mais c'est souvent j'étais déjà trop occidental pour lui, donc lui, il voulait quelque chose un peu plus d'exotisme. Il pensait qu'il allait vivre et puis il trouvait, mais on dirait que t'es quasiment occidentalisé comme un blanc, donc il n'y a plus un vrai noir. Pourquoi je vais faire ça avec toi? Si tu sais pas danser, si tu manges pas épicé, si tu plein de choses comme ça, tu corresponds pas au stéréotype, du coup t'es pas vraiment noir, tu vois.
L'une des solutions mises de l'avant par plusieurs personnes BIPOC LGBTQ+, consiste à s'entourer de gens capables de réellement comprendre leur vécu. C'est pourquoi il est essentiel pour elles de se créer un réseau composé d'autres personnes appartenant à leur communauté. Leurs expériences sont singulières et uniques, et d'en parler sans avoir à tout expliquer est précieux pour bon nombre d'entre elles. C'est important de se retrouver dans un groupe ou avec des personnes qui vivent des expériences similaires de racisme, puis d'homophobie, puis de sexisme. Puis c'est important de se retrouver pour, déjà pour pouvoir juste parler de ce qu'on traverse, puis reconnaître aussi les inégalités puis les injustices d'un point de vue un peu plus structurel. Donc, le pouvoir de se retrouver ensemble est super important. Après ça, c'est compliqué de le faire. C'est compliqué pour plein de raisons, mais on le voit là, que les organismes, malheureusement, puis tout le milieu, tout le tissu associatif des personnes LGBTQ racisées est vraiment sous-financé. Un autre point soulevé dans les témoignages, c'est le manque de représentation des personnes BIPOC et le manque de représentation de leur diversité. Tout comme pour la communauté LGBTQ+, c'est essentiel d'avoir une pluralité de modèles dans les médias et dans l'espace public pour que les personnes puissent se voir, se sentir moins seules. Au Québec, seuls 48% des personnes trans et non-binaires racisées se disent connectées avec les communautés trans. À ce sujet, on écoute Sayana, une jeune productrice et DJ rencontrée via Projet 10. Moi, j'ai grandi dans un quartier qui était un peu plus défavorisé dans Montréal. Je suis allée dans une école publique, etc., etc. And I would never have known that there would have been, other trans Black girls in the city as a community. Je savais que c'était un truc à New York, je savais que c'était un truc dans d'autres places. Mais à Montréal, je savais même pas qu'il y avait des services, vraiment. Je savais pas qu'il y avait des services, je savais pas. J'avais entendu parler du village, and that's pretty much it, you know what I mean? Donc, et le village, c'est pas nécessairement la place pour les personnes racisées LGBTQ+. Il y a des gens qui vont vraiment adorer, il y a des gens qui vont, and kudos to those people. But I would say, for a lot of like trans Black women, the village, c'est pas nécessairement la place. Les premières images d'hommes noirs gays que j'ai vues, je me rappelle que c'était dans les émissions No Hasard et Gay Chronicles, lorsque j'ai été au festival Massimadi. Je m'identifiais rarement aux hommes noirs que je voyais à la télévision. Et puis, en fait, mes premières images d'hommes gays, c'était des blancs. Je pense que c'est pour ça aussi. Quand j'ai fait ma sortie du placard, même moi aussi, c'était clair que j'allais devoir me distancer de la communauté noire, mais dans mon cas de la communauté haïtienne, donc j'étais convaincu que j'aurais pas eu ma place. J'aurais pas eu ma place. Mais même, je me suis habitué. Tu ne sentais pas que je pouvais être en couple avec un homme noir non plus? Non, je ne le voyais. J'en voyais pas. Et puis, vu que dans ma famille, dans mon entourage, même dans les communautés noires, ils renforçaient cette idée-là qu'il n'y avait pas gay noirs. Donc, moi aussi, j'étais convaincu, ok, bon, je vais devoir sortir avec des blancs parce que ça n'existe pas d'autres noirs gays. Maintenant, j'ai commencé à voir parce que je suis impliqué dans le communautaire et puis là, j'ai vu d'autres exemples d'hommes noirs gays qui sont multiples, au fait, qui ont différentes personnalités, caractères, mais qui ne sont pas stéréotypés. Et puis, je pense qu'on a besoin de multitudes de représentations, justement. En retournant dans leur communauté, Diane et sa famille ont incarné cette diversité. Et ça a fait œuvre utile. Moi et ma conjointe, on avait pris une décision de retourner à la communauté ou de vivre dans la communauté pour le bien-être de nos enfants, c'est certain, et pour l'identité. Et le fait de vivre ouvertement, ce que ça donnait, c'est la chance de voir que nous, on s'affiche premièrement comme personnes autochtones et ensuite comme personnes diverses. Et ça fait beaucoup de chemin pour enlever les préjugés qui existent dans nos communautés. Plus de représentation, c'est souvent synonyme de plus d'espoir. C'est ouvrir la porte à des possibilités qui ne limitent pas notre univers à ce qu'on connaît. De la même manière que les groupes de soutien sont importants pour les communautés de la diversité sexuelle et de genre, ces groupes jouent un rôle primordial pour les personnes BIPOC. Comme la clinique Mauve, qui est engagée dans l'accès aux soins de santé et aux services sociaux aux personnes LGBTQI+, migrantes et racisées. La clinique tente de lever les multiples barrières structurelles liées à leur statut migratoire ou racisé, à leur orientation sexuelle et ou à leur identité de genre.
C'est aussi le mandat d'Elem Montréal, qui vise à lutter contre l'homophobie au sein de la communauté arabophone de Montréal. Marianne Spath explique l'importance qu'a eu l'organisme Elem dans son parcours. Je sais qu'il y a une partie de ma voix qui s'est libérée la journée où j'ai compris que Elem existait. Puis il y a longtemps, là, c'était au tout début d'Elem, je pense que c'était en 2004. Puis j'étais dans une soirée, puis je sais pas, il y avait comme une drague qui faisait un numéro sur une chanson de Fayrouz. Puis j'étais comme, attends, mon cerveau, il a fait des sauts, là. J'étais comme, ah, c'est possible, tu sais, d'entendre de l'arabe dans un milieu queer, blanc. Ça m'a tellement fait du bien. Ça m'a comme instantanément guéri. Sienna est optimiste. Pour elle, la communauté se tient et est un espace sécuritaire pour plusieurs personnes racisées. Je pense qu'une de mes conceptions, c'est que c'est une très petite minorité. Je dirais que oui, c'est une minorité, obviously. Mais il y a quand même des communautés qui s'entraident et comme un monde de personnes LGBTQ+, racisées dans la ville. Et je pense dans la sphère communautaire, je pense qu'il y a beaucoup plus de programmes, beaucoup plus de services d'aide spécifiques aux personnes racisées. Et on voit de plus en plus de personnes racisées qui travaillent dans des organismes. Donc, je pense que définitivement, tout ça aide. Yeah, I think like there's a lot of support in Montreal in between the community. Cela dit, la proximité géographique des ressources est aussi très importante. La plupart des organisations LGBTQ+, sont situées comme plus au centre de la ville et que ça serait vraiment bien d'avoir en fait d'autres cliniques, d'autres organismes, juste plein de services différents, pas juste des organismes communautaires, mais plein de services différents qui sont faits pour les personnes LGBTQ+, racisées surtout, qui soient dans d'autres quartiers de la ville. Parce que ce qu'on voit souvent, c'est certains organismes qui vont être composés de personnes de Montréal, mais de personnes aussi qui viennent pas nécessairement de Montréal et qui vont pas nécessairement comprendre un enjeu qu'un jeune plus loin dans la ville va comprendre, va pas parler de la même façon, va pas avoir le même vocabulaire, le même vécu. Les personnes BIPOC et LGBTQ+, ne constituent pas un groupe monolithique. La richesse de leur voix et de leur vécu doit être respectée et entendue. Notre enquête a apporté de précieuses informations sur les communautés LGBTQ+ et racisées, mettant en lumière des réalités complexes qui restent souvent méconnues. Cependant, il est évident que la recherche est loin d'être terminée. Et il est essentiel de poursuivre ces efforts pour approfondir notre compréhension des diverses expériences, notamment celles des minorités les plus marginalisées, comme les personnes réfugiées. Il est important de travailler à des moyens pour changer les perceptions et favoriser une société plus inclusive et équitable pour les personnes LGBTQ+ racisées. Sa vie LGBTQ est un projet de la chaire de recherche sur la diversité sexuelle et la pluralité des genres de l'Université du Québec à Montréal. Il a été financé par le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada et a été développé avec la collaboration d'organismes communautaires, de syndicats, d'institutions publiques et parapubliques et de chercheurs universitaires, sans lesquels rien de tout ça n'aurait été possible. L'équipe tient à remercier toutes les personnes qui ont généreusement partagé leur savoir et leurs histoires de vie. Pour consulter l'intégralité de cette recherche, rendez-vous sur les sites web du projet, disponibles dans la description de cet épisode.